Et salut tout le monde, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé bien une excellente journée en compagnie de votre 103 points et une excellente après-midi en compagnie de Kylian que l'on remercie. Et nous donc, on se retrouve ensemble de 18 à 20h pour notre émission Cinéfocus. Very clever the way everything blends together. Things seem to balance. Donc, notre émission donc, de cinéma, où on va parler des dernières sorties de ce mois-ci, ainsi que de notre quatrième film à découvrir ou à redécouvrir. Donc, nous, qu'est-ce que l'on va retrouver pour notre émission ? On va voir déjà Les Gardiens de la Galaxie, troisième volume. Tout juste après, on retrouvera ensemble La Petite Sirène, ainsi que Fast and Furious 10. Et puis, pour notre quatrième film, je vais faire ça différemment. Je vous ferai une petite question donc sur ce film, et si vous arrivez à trouver le nom de ce film, vous pourrez gagner une place avec le cinéma Lézard. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien, surtout avec ce magnifique soleil. D'ailleurs, petite anecdote, un magnifique soleil qui donne bien envie de sortir, qui annonce l'été qui approche. Et d'ailleurs, si vous sortez, surtout en forêt, faites attention, parce que les tiques sont de sortie, donc je tiens à vous prévenir, parce que je m'en suis découvert un tout à l'heure. Et c'est pas très sympathique à enlever, je vous l'accorde. Donc faites bien attention, si vous sortez, profitez de la forêt avec ce magnifique soleil. Nous donc 18h02, on va entamer donc notre émission de Cinéfocus et on commence donc avec Les Gardiens de la Galaxie. Donc, Les Gardiens de la Galaxie, troisième volume. Avec qui on va retrouver ? On aura la réalisation et au scénario James Gunn. On aura à la musique John Murphy. On retrouvera aussi dans les acteurs principaux ceux déjà présents, Chris Pratt, Bradley Cooper, David Bautista, Karen Gillian, ainsi que, alors attention, j'ai peut-être écorché le nom malheureusement, Pom Klementieff. Voilà donc pour notre film Les Gardiens de la Galaxie. On trouvera aussi bien sûr encore tant d'autres. Pour un petit résumé des Gardiens, les Gardiens de la Galaxie vivent désormais sur Knowhere, qu'ils ont aidé à reconstruire. Peter Quill est toujours très marqué par l'absence de Gamora. Ils sont attaqués par Adam Warlock, la création surpuissante d'Aisha, la prêtresse des souverains. Rocket, lui, en est gravement blessé de cette attaque. Et donc, pour le sauver, les gardiens vont devoir retrouver celui qui a jadis modifié le corps de Rocket, le maître de l'évolution. Voilà donc, pour ce pitch, le pitch de ce film qui dure quand même 2h20. Quand ressort-il de ce film ? Déjà, on va commencer avec les musiques. Les musiques, après, c'est vrai que ça fait partie de l'essence des Gardiens de la Galaxie. Les musiques, oui, franchement, sont sympas, mais quand même avec parcimonie, parce que il y a quand même certains passages où il y a trop de musique. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que là où il y a beaucoup de musique, là où on ne peut pas en mettre, et ça peut être dérangeant. Comment expliquer ? En fait, en mettre trop, ça peut en devenir dérangeant. Certes, je sais donc, comme je disais, que la musique des années 80, 90 et 2000 aussi, est dans l'ADN de la saga. Mais ici, c'en a un peu trop en fait. On a un peu trop de musique qui nous font virevolter d'ambiance. Alors. Certes, pour l'émission du coup, j'ai de quoi m'amuser. Et les musiques sont franchement quand même excellentes. J'ai donc tout un panel de choix et c'est confortable. Mais dans une salle sombre, ça l'est un peu moins. Enfin, en tout cas, je trouve. Tiens, d'ailleurs, en parlant de sombre, pour ce volet de la saga,
Eh bien, en voyant l'affiche des gardiens de la galaxie, je m'attendais à quelque chose d'assez coloré dans l'espace. Et c'est vrai, du moins une partie du film, parce qu'à contrario, eh bien aussi, on retrouve quelques séquences très sombres et angoissantes. Et ces scènes, je trouve, sont excellentes car elles renforcent vraiment l'attachement au personnage et au traumatisme que ce personnage a vécu. On s'y retrouve même très empathique avec toute l'émotion qui vient nous chercher, qui réside donc bien dans ces scènes. Et c'est pour cela que d'ailleurs que ces scènes et leur ambiance et leur émotion, eh bien qu'elles sont excellentes. Derrière aussi donc il y a bien toutes ces petites scènes. J'apprécie aussi la moralité que je trouve qui est plutôt bien expliquée en fait dans ce film. On nous la montre et on l'explique implicitement. On n'oublie jamais en fait d'où l'on vient. C'est ça donc c'est cette moralité. Et je trouve que le sujet est franchement bien amené. Jamais comment dire en 40 tonnes, mais toujours en tout cas présent en fait au long du film par quelques mots par-ci par-là. Et je trouve franchement que c'est sympathique. C'est pas directement comment dire, avec un gros encart illuminé de partout, et ça j'apprécie. Tiens donc, je vous parlais il y a quelques minutes des musiques. Bien, je vous propose de s'en écouter une ensemble, une qui résume bien en fait le côté un peu tristone, un peu sombre, mais bien sûr après on aura c'est un petit peu plus sympathique. Et bien on va s'écouter ensemble la toute première musique du film qui nous ouvre la scène. Et bien c'est donc Radiohead avec leur titre Creep, mais en version acoustique. Avec Creep en version acoustique, qui d'ailleurs donc scène d'intro que franchement je trouve très assez émouvante en fait. C'est en fait on est au tout début, on a une scène d'intro un peu comme comment ça s'appelle quand on fait un retour dans le passé, un flashback, voilà, je cherche le terme, et donc du coup en fait après on reprend directement sur l'intro à notre époque, et qui du coup en fait avec cette toute première scène d'intro, je trouve la musique correspond parfaitement. Surtout en plus, elle dégage vraiment une émotion très forte, surtout avec Rocket qui du coup elle chante. Rocket donc jouée par Bradley Cooper, dont on retrouve sa voix. Et franchement, cette musique chantée par lui, où l'on voit tous les gardiens de la galaxie, un peu devenus ce qu'ils sont sur cette planète Technowhere, et ben je trouve que cette intro fait très très bien son effet et indique un peu la couleur du film qui suit. Donc, on reprend un petit peu. Eh bien, en fait, il y a un truc aussi que je trouve plutôt correct, c'est l'acting, en fait, est plus que correct. L'ambiance, elle, est très bien dépeinte, surtout sur Knowhere, où, en fait, on a cette ambiance petite métropole verticale, cyberpunk. Et franchement, moi, je trouve qu'elle est très bien réalisée. On poursuit, avec cette narration. Et elle est franchement bien réalisée, bien faite, bien que le début du scénar, on se fout un tout petit peu du nez. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que l'élément déclencheur et hop là, en fait l'événement déclencheur, ça fait hop là, j'arrive. Je fais mon truc, je disparais un temps, et puis voilà. Après, je trouve que c'est un petit peu facile, mais bon. En dehors d'un ou deux problèmes de cohérence donc aussi, qu'on passera un peu le temps, qu'on passera sous le tapis. Le temps passe rapidement en fait avec ce film. Le scénario lui tient plutôt bien la route. Tient très bien la route comme je disais. Et même la fin, elle est excellente. Pourtant c'est vrai que je vais pas le cacher, je suis quand même plutôt assez dur sur les débuts et les fins. En fait cette fin, je trouve. Celle-ci est parfaite en fait. Tout n'est pas. Comment je pourrais expliquer ? En fait, c'est ni un happy ni un bad ending. C'est juste en fait, c'est un ending tout simple. Cette fin, elle est parfaite dans son sens. En fait, elle est là. Tout n'est pas comme on le souhaite, mais en fait on l'accepte plutôt bien et je trouve que c'est franchement sympathique. En tout cas tant qu'on ne voit pas en fait les scènes post-crédit dont je reviendrai tout juste après, mais en tout cas c'est vraiment cette fin là, je trouve qu'elle est franchement sympathique. On fait une petite pause musicale avec l'un des titres présents dans le film, Rainbow, que j'ai redécouvert depuis peu et que j'aime bien. Du coup, on s'écoute ensemble leur titre Since You Been ma langue a fourché, Since You Been Gone de Rainbow. Since you've been gone, so in the
to me. Your poison letter, your telegram, just goes to show you don't give a damn. Since you've been gone, since you've been gone, I'm out of my head, can't take it. Could I be wrong? But since you've been gone, you cast a spell, so break it. Whoa, whoa, whoa. Since you've been gone. If you will come back, baby, you know you'll never do wrong. Since you've been gone, since you've been gone, I'm out of my head, can't take it. Could I be wrong? But since you've been gone, you cast a spell, so break it. Whoa, oh, ever since you've been gone. Since you've been gone, since you've been gone, I'm out of my head, can't take it. Since you've been gone, since you've been gone. Since You've Been Gone, donc bien par le groupe Rainbow, donc bien ambiance, comme je disais, très avant des années 2000, dont j'apprécie de plus en plus, surtout en plus parce que j'ai un JDR qui reprend pas mal aussi de ces musiques-là et du coup j'aime bien, ça me plonge bien dans l'ambiance en plus pour travailler dessus, du coup. J'apprécie encore plus. Donc, eh bien oui, à propos du coup, ça me rappelle avec ces musiques-là, là où je vous écoutais Radiohead et leur titre Creep, qui en fait de donner vraiment cette ambiance un peu générale du film, bien quand même qu'il y avait de moments quand même un peu plus joyeux, comme par exemple dans ce titre. Et bien là où en fait du coup ce titre plutôt beaucoup plus joyeux va dénoter plutôt les scènes un peu post-génériques. Où en fait on revoit quand même l'équipe, alors pas au complet mais un petit peu différemment, et finalement on a comment expliquer ce petit côté où on n'a pas entièrement un bad ending, mais bon, on a un petit truc sympathique, après très appréciable. Après, j'ai pas non plus envie de vous la gâcher, bien évidemment, mais bon, voilà, c'est cette petite différence sympathique. Bref, donc où en étais-je dans mes notes ? Eh bien, je me rapproche un petit peu de la fin. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Ah oui, un truc qui m'a un petit peu, comment dire, un petit peu, comment je pourrais expliquer ça ? Alors chagriné, non, ce n'est point le bon terme. Un petit peu dérangé en fait, ouais, voilà, surtout pour de la cohérence de personnages. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, on le voit très rapidement en fait dans la toute première scène. Donc Rocket, lui, a été modifié avec tout plein d'implants, etc. Et en fait, ce qui se passe dessus, c'est toutes ces implants, tout ce backstory, voilà, je cherche le terme. Et bien en fait, on comprend que c'est assez traumatisant pour le personnage, et d'ailleurs c'est même pour cette raison qu'il n'en parle pas. Et là où je veux en venir en fait, c'est qu'à la fin, vraiment la toute fin, quand on se rapproche vraiment du combat final avec l'antagoniste, etc. Et bien en fait, je dirais que je reste un petit peu sur la fin dans le sens où en fait Rocket n'abat pas l'antagoniste à la fin, et c'est en fait ça me dérange en termes de cohérence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait l'antagoniste l'a fait horriblement souffrir. C'est un psychopathe qui n'hésite pas en fait à éradiquer une planète parce qu'elle n'est pas parfaite entre guillemets. Et en termes de personnage, je sais pas, je trouve ça incohérent qu'il le laisse en vie par rapport à ça. Je sais pas, moi ça me perturbe un peu, surtout vraiment pour cette cohérence de personnages, de traumatisme, etc. Et j'ai un peu de mal sur ces détails-là. Mais bon. Donc, eh bien, en fait, que dire un peu sur ce film au final ? Eh bien, James Gunn, donc, qui est à la réalisation et au scénario, eh bien, je trouve quand même qu'il a fait un excellent travail. Cette partie
en fait assez horrible avec Rocket et touchante, avec ce vécu, donc ce côté sombre en fait qui contraste énormément avec les couleurs de Marvel qui sont dedans. Et c'est sublime parce qu'en fait dans ces scènes il y a l'émotion, la souffrance à cause de ce dingue, l'espoir de voir la lumière, le ciel aussi beaucoup, qui est donc un petit truc dans ces passages là. Et bien donc en fait ce contraste est parfaitement maîtrisé, je trouve, entre le côté vraiment sombre et le côté très très lumineux, et ce contraste donc parfaitement maîtrisé. En fait je n'ai qu'une seule question en voyant ceci. En fait, à quand un bon Ghost Rider réalisé par James Gunn? Parce que là, je vais pas cacher que ce serait franchement incroyable. Voilà donc ce que j'ai à dire sur ce film des Gardiens de la Galaxie, 3e volume. Après, bien évidemment, comme je le rappelle souvent, ce n'est que mon avis, hein. Bien évidemment, allez le voir pour vous faire votre propre avis. Et c'est d'ailleurs aussi, je ferai un petit passage sur ça sur le tout prochain film. Donc du coup, ouais, c'est comme ce que je vous dis. Allez le voir pour faire votre propre avis, mais franchement, moi j'ai vraiment bien apprécié un film franchement sympathique pour 2h20, 2h30. Donc, eh bien, avant de poursuivre encore avec une musique, donc eh bien, des Gardiens de la Galaxie, on va entamer notre question que je vous ai présentée il y a une petite vingtaine de minutes en prenant l'antenne. Donc, eh bien, notre question pour gagner une place donc au cinéma Lézard à Montivilliers. Donc, enfin d'ailleurs aussi je remercie en passant le cinéma Lézard, hein, qui me permet d'aller voir ces films sans entre guillemets payer à chaque séance, et franchement je les remercie, ça fait très plaisir pour ça. Donc, eh bien, pour ça, eh bien, je vous fais gagner aussi une petite place. Donc ma question, alors eh bien, ma question, en fait, je cherche donc le film, le 3e film que je vais vous présenter, film donc dont vous aurez la réponse à 19h30 environ, quand j'aborderai le sujet. Donc, eh bien, je vais vous donner des petits indices, et puis vous pouvez donc m'appeler au 02 35 30 53 84 si vous avez la réponse. Je noterai votre nom, et on fera un petit tirage au sort à la fin, tout juste avant de parler du film. Et puis, on aura notre grand gagnant pour cette place au cinéma Lézard. Bon, allez, j'arrête le blabla et je vous donne, eh bien, notre premier indice sur ce film. Eh bien, c'était donc, eh bien, la Palme d'Or aussi au cinéma Festival de Cannes, lors de sa sortie. Voilà, donc je vous donne ce petit indice, hein. Si vous pensez avoir la réponse, 02 35 30 53 84. Bien évidemment aussi, on aura d'autres indices qui vont arriver au cours de nos 2 heures ensemble, bien évidemment. Donc, si vous préférez attendre un petit peu pour avoir plus d'indices, eh bien, vous pouvez toujours attendre encore. On aura un prochain indice d'ici une petite vingtaine de minutes. Donc, je vous redonne notre premier indice. Palme d'Or, l'année de sa sortie. Donc, eh bien, Palme d'Or au Festival de Cannes. Donc, eh bien, on poursuit avec quel titre pour clôturer ce passage sur les Gardiens de la Galaxie, 3e volume. Eh bien, Bruce Springsteen, un artiste que j'aime beaucoup, et son titre Badland. Bruce Springsteen, donc, eh bien, avec Badlands. Et donc, nous, on poursuit maintenant avec notre film La Petite Sirène. Donc, eh bien, La Petite Sirène, donc, cette fois-ci, édition 2023, en live action. Donc, eh bien, un petit rappel du synopsis. Eh bien, en fait, sous la mer, la jeune sirène Ariel et fille du roi Triton rêve de devenir une humaine. Un soir, après une dispute avec son père, elle s'enfuit loin du palais. C'est alors qu'une énorme tempête éclate en mer, et c'est là qu'elle sauve de la noyade le jeune prince Eric, dont elle tombe amoureuse. Et afin donc, eh bien, de pouvoir retrouver la personne qu'elle aime, la sorcière des océans, Ursula, lui propose de lui donner sa voix en échange de ses jambes. Et bien donc, voilà pour petit rappel de ce film. Film donc avec qui on va retrouver, eh bien, déjà à la réalisation, Rob Marshall, suivi par au scénario, alors un peu de monde au scénario quand même, Jane Goldman et David Magee, d'après le film d'animation donc de Ron Clement et John Musker, lui-même inspiré du conte de Hans Christian Andersen. Donc, eh bien, pour cette année 2023, hein, c'est Jane Goldman et David Magee pour le scénario. Aux musiques, on va retrouver Alan Menken, accompagné donc, eh bien, par Howard Ashman
pour les chansons originales et les chansons additionnelles, hein, parce qu'on en a quelques-unes en plus. Eh bien, ce sera donc Lin-Manuel Miranda qui accompagnera Alan Menken. Donc, eh bien, aussi pour la distribution des rôles. Eh bien, alors, on retrouvera Elle Bailey, donc, eh bien, dans le rôle d'Ariel, doublé par Cerise Calixte. On aura aussi Joan Howard King pour le prince Eric, doublé par Martin Falliu. On retrouvera Melissa McCarthy pour Ursula, la reine des sorcières, doublée par Magali Bonfils. Ensuite, on va retrouver Javier Bardem, donc pour le roi Triton, avec à la VF Jérémy Covillo. Et puis aussi dans les voix, parce que du coup en fait on va retrouver quelques, alors non pas du coup des acteurs, mais plutôt de l'animation pour les animaux. Et là du coup on va retrouver pour Sébastien qui joue le crabe, c'est Jean-Michel Vaubien. Polochon, ce sera Simon Fallu aussi. Et puis pour Eureka, ce sera Dorothée Pousséo. Voilà donc pour tout ce beau monde. Et c'est aussi je vous disais pour les voix françaises, c'est aussi comme c'est une comédie musicale. On va retrouver ces personnes-là chanter. Donc on va plutôt juger la performance du doublage en plus du coup de l'acting. Donc voilà pour cette toute première présentation du film. Et avant d'entamer mes points, j'ai envie de vous faire écouter une musique issue du film. Alors quelle musique pourrais-je bien choisir ? Je vous laisse un tout petit peu de suspense pour en même temps aussi vous rappeler ma question pour qu'on va jouer ensemble pendant 1 heure pour gagner une place au cinéma Les Arts à Montivier. Donc je vous répète mon premier indice pour ce film que je cherche. Ce film qui a été sacré Palme d'Or l'année de sa sortie. Donc si vous pensez avoir la réponse, 02 35 30 53 84. Nous, avec quel titre on poursuit du film issu de La Petite Sirène ? On va poursuivre avec Le Royaume de Triton par Alan Menken. Donc Alan Menken avec Le Royaume de Triton, l'un des tout
premiers titres dans le film, tranquillement pour se laisser glisser dans cette ambiance féerique et sous-marine. Donc, eh bien, pour cette petite sirène, d'ailleurs, dont en plus j'étais accompagné, même plutôt bien accompagné, avec une amie qui, elle, est vraiment une professionnelle de Disney. Parce que c'est vrai que moi, les Disney, c'est pas trop, je connais pas trop. Et puis, c'est elle qui m'a d'ailleurs donné plein de petits détails sur ce film. Après, j'ai quand même été agréablement surpris par ce film. Je m'attendais pas forcément à quelque chose. J'y allais comme ça en tant que grande découverte, et je suis ressorti quand même plutôt content en fait d'avoir vu ce film, qui je pense je n'aurais sûrement jamais eu l'idée d'aller le voir sans cette émission. Et c'est là aussi que je remercie des fois mon émission, c'est que eh bien des fois je vais voir des films dont je n'avais aucune envie au début d'y aller, enfin aucune idée d'y aller, et finalement quand je vais le voir, je ressors plutôt content, agréablement surpris de cette découverte. Donc eh bien, pour la petite sirène, eh bien en fait, comédie musicale oblige, hein. Donc eh bien on commence avec les musiques, dont certaines d'ailleurs sont remixées, voire même carrément ajoutées, hein, me disait mon ami, et franchement en fait elles sont excellentes. Elles nous plongent dans cette féerie, cette valse sous-marine, hein, comme vous avez pu l'entendre au tout début, et vous allez comprendre avec les autres musiques qui vont arriver. En parlant d'ailleurs donc eh bien de féerie sous-marine, alors du coup quelque chose d'un petit peu moins féerique, et c'est là le plus gros point qui pêche quand même, je trouve, ce sont les effets spéciaux. Certains sont bons, d'autres passables, et d'autres vraiment pas frais. En fait, par exemple, la fin avec Ursula est, en termes de FX, pas terminé pour être franc, hein. Enfin, c'est comment dire, il y a cette technique dans les jeux vidéo, hein, old gen, de mettre un smog, un brouillard, ou de baisser la luminosité. Et c'est vrai que selon la théorie, si on ne voit pas les graphismes, on ne peut pas dire qu'ils sont moches. C'est vrai que vu sous cet angle, on n'a pas tort. Tactique, donc il est bien aussi qui a ses limites, hein, parce que on voit tout le même au final. Donc c'est comme je disais, hein, sur ces effets qui sont un petit peu compliqué quand même. Autre détail aussi, ou plutôt question que je me pose en voyant la physique de l'eau, où est passée l'équipe qui bossait dessus? Parce que la physique, je trouve, est un petit peu bancale, hein, en fait. Pour certains passages, c'est vraiment des petits, comment dire, c'est un peu anecdotique, et je trouve des fois que la physique, enfin en tout cas moi ça me sort un petit peu du film. Après j'y replonge, après j'y ressors, après j'y replonge. C'est comme ça, c'est voilà, la physique en tout cas de l'eau, je trouve, est un petit peu bancale, hein, je trouve, et pourtant c'est vrai qu'en plus quand je regarde le générique, c'est vrai qu'il y avait du monde dessus. Et en fait, pourquoi je me demande pourquoi ils n'ont pas demandé un coup de main à l'équipe de Pirates des Caraïbes, pourtant c'est la même maison. Et je me souviens que sur La Vengeance de Salazar, ils avaient fait un excellent travail, surtout en fait, c'est dans toute cette dans les cheveux en fait, c'est surtout ça beaucoup qui réside, où on voit vraiment cette physique de l'eau, ses cheveux en suspension, et quand on bouge, tout vient avec, mais dans une certaine fluidité. C'est tous ces petits détails où je fais un petit peu trop attention, et malheureusement des fois ce qui me sort du film. Mais bon, donc ouais, c'est comme je dis, surtout beaucoup les FX qui pêchent pour ce film malheureusement. Mais bon, en revanche, par contre, quelque chose qui me plaît, c'est le début. Et d'ailleurs, il a même beaucoup plu aussi mon ami, c'est qu'en fait, ce début prend son temps. Un petit quart d'heure, hein, vraiment tout au juste. Et c'est juste ce qu'il faut pour mettre dans l'ambiance, je trouve. C'est vraiment... en fait, on a le temps juste de se poser, de plonger tranquillement dans ces fonds marins, plutôt colorés. Après, seul point négatif, hein, quand même, c'est Ursula qui parle. En fait... ce n'était pas vraiment nécessaire, en fait, son monologue. Et même, tout simplement, en fait, un petit peu de trop. C'était, ouais, c'est ça. En fait, si ce monologue n'était pas présent, ça aurait été parfait. Après, au moins, de ce que me disait mon ami, c'est vrai que Ursula, dans l'animation, on ne la voit pas avant un bon moment. Et là, au moins, elle est déjà présente dès le début. Ça rattrape un petit peu. Mais bon, le monologue, si on pouvait, à la rigueur, peut-être l'alléger, ou même le déplacer, ça pourrait être pas mal. Bref. Donc, eh bien, on va faire une petite pause musicale avant de poursuivre avec nos prochains points. Donc, eh bien, petite musique. Eh bien, on va scouter ensemble. Eh bien, le traditionnel de la petite sirène, le titre Sous l'océan. Donc, eh bien, chanté par Jean-Michel Vaubien et Cerise Calixte. Et je vous laisse donc eh bien vous émerveiller par leur voix. Bien évidemment aussi à la composition avec Alan Menken. D'accord, écoute-moi. Chez les humains, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que ce qu'ils ont sur terre. Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Toi, t'aimerais bien vivre sur terre. Bonjour la calamité.
Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours, mieux tu ne pourras pas trouver. Sous l'océan, doudou c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là-haut ils bossent toute la journée, esclavagés et prisonniers, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Chez nous les poissons se fendent la pipe, les vagues sont un vrai régal. Là-haut ils s'écaillent et ils flippent à tourner dans leur bocal. Le bocal faut dire c'est l'extase chez leurs copains cannibales. Si monsieur poisson n'est pas sage, il finira dans la poêle. Oh non, sous l'océan, y'a pas de coubouillon, pas de soupe de poisson, pas de marmiton. Pour la tambouille, on leur dit non. Sous l'océan, y'a pas d'hameçon. On déambule, on fait des bulles sous l'océan. Hey, sous l'océan. Mais oui, la vie est super mieux que sur la terre, je te le dis. Tu vois les sturgeons et l'arrêt se sont lancés dans le reggae. On a le rythme, c'est de la dynamite sous l'océan. Allez, triton au flutio, la carpe joue de la harpe, la race casse la basse, c'est les rois du rap. Macro au saxo, turbo au bongo, le lieu est le dieu de la soul. Oui, l'arrêt au tubel, gardons au violon, les sols rock and roll, le ton garde le ton. Le bar et le sprat se marrent et s'éclatent. Vas-y, souffle mon toutou. Ouais, on a les clim clam pour faire une jim jam sous l'océan. Les limaces des mers au rythme d'enfer sous l'océan. Et les bicornes pour donner le tempo, c'est frénétique, c'est fantastique. On est en train de faut que ça balance sous l'océan. Sous l'océan, donc eh bien, issu du film et aussi de l'animation de la petite Yann, mais du coup, plutôt remixé avec les voix de 2023. Donc, eh bien, tout juste avant, je vous parlais aussi du début. Eh bien, on va y revenir d'ailleurs hein, pour ce début, qui je trouve en fait est assez déroutant au final, parce que vraiment les toutes premières images, hein, mais vraiment les toutes premières avec la mer, eh bien, sont assez ternes. On se demanderait même si on ne va pas voir un film sérieux et sombre. Puis d'un coup, joyeuseté et pétillant, eh bien, c'est changement d'ambiance radical. Comme moi hier aussi, qui suis par exemple passé d'un Tostaki à Sous l'océan. Effectivement, c'était deux salles, deux ambiances, c'était exactement pareil. Hein. D'ailleurs, je remercie l'algorithme de ma plateforme qui est de stream qui m'a fait ça. Et c'est vraiment cette anecdote, c'est vraiment en fait l'intro de ce film. C'est d'un coup, c'est très sombre, très terne, puis pouf, direction la joyeuseté du fond de l'océan. Et bon, c'est assez déroutant, hein, je vais pas le cacher. Voilà. Donc, eh bien, après en tout cas cette petite intro déroutante, eh bien au moins en fait, on se rend compte très rapidement que l'acting, lui, eh bien, est très convaincant pour la majorité. Bon. Après, il y a une ou deux personnes qui sont c'est un petit peu plus bancales, mais vraiment, sinon pour tout le reste, l'acting et aussi le doublage sont vraiment très convaincant. Il y a rien à redire en fait là-dessus. C'est vraiment parfait. Mais sinon, voilà, comme je dis, c'est excellent. Aile Bagley est plus que convaincante, hein, même dans son rôle d'Ariel. Tout comme Melissa McCarthy avec Ursula, ou même encore Javier Bardem en Roi Triton. Sans oublier, bien évidemment, comme je vous disais, hein, les doubleurs français qui eux font un excellent travail. Et donc, eh bien, les acteurs et doubleurs sont vraiment dans leur rôle, et franchement ça c'est vraiment plaisant. Donc comme je dis, un petit point bonus, c'est bien pour passer avec un autre titre, mais tout avant, et bien comme je disais, point bonus, on enchaîne avec notre petite question, et je vous donne une info supplémentaire sur ce film que je cherche.
Donc, eh bien, nos indices. Eh bien, comme je vous le rappelle, déjà, premier indice, ce film a été sacré Palme d'Or l'année de sa sortie. Deuxième indice, dans ce film, on y retrouve une narration non linéaire. Si vous pensez avoir une idée, 02 35 30 53 84. En attendant toutes vos réponses, eh bien, on s'écoute ensemble un titre issu du film de La Petite Sirène. Et on va s'écouter ensemble, eh bien, Par-delà l'horizon, avec eh bien, la voix de Martin Fallu. Moi qui ne rêvais plus que d'océan et d'espace, d'une vie loin du palais et des lois, à présent me voilà hanté, les jours et les heures passent, et je ne fais que penser à toi. Tu es là, près de moi, c'est ta voix que j'entends. Oui, par-delà l'horizon, l'océan glacé, je me croyais fort face au vent du nord. J'ai frôlé la mort, tu m'as sauvé. J'ai regagné le rivage, mais mon âme s'est noyée. Au loin par-delà l'horizon, retrouve-moi encore. Qui pourra me dire qui tu es, où te retrouver? Dans ma tête ta mélodie résonne. Je revois la mer déchaînée, le soleil se lever, et un doux visage qui m'abandonne. Où es-tu? Moi sans toi, je suis perdu. Et par-delà l'horizon, je cherche encore cette île où tes grands yeux brillent, où la mer scintille, où enfin tu seras là près de moi. Je veux quitter ce rivage, cette plage oubliée. Ta voix m'ensorcelle, tu es la sirène qui m'appelle par-delà l'horizon, qui ne chante que pour moi. Et je me battrai pour te retrouver, contre vents et marées, je suis prêt. Non, le temps n'efface rien, je ne renoncerai pas. Ma vie t'appartient, l'amour sera toujours plus fort. Au cœur de l'océan, retrouve-moi encore. Par-delà l'horizon avec donc eh bien toujours la composition Alan Menken et à la voix Martin Fallu. Donc eh bien nous on va poursuivre avec nos points sur la petite sirène donc eh bien parler des acteurs d'ailleurs ça me rappelle aussi l'humour hein. Et aussi donc du coup l'humour durant ce film eh bien il est parfaitement dosé, ni trop ni peu. En fait, il est dosé avec de petites phrases, des réflexions ou encore des mimiques des personnages. Et franchement, ça en est drôle. D'ailleurs, même la salle autour de moi était plutôt de mon avis. On rigolait facilement avec les blagues qui étaient faites. Mais c'est en fait ça le truc qui est plutôt cool aussi. C'est que ce n'est pas forcément avec juste avec une blague qui est sortie, c'est vraiment comme je le disais un peu avec des mimiques, surtout avec le personnage de Melissa McCarthy, Ursula, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai toujours un peu de mal à ressortir ce nom-là, mais bon bref. Mais donc du coup avec le personnage de Ursula en fait, Melissa McCarthy l'interprète franchement d'une manière avec des petites mimiques qui apportent une petite fraîcheur, un petit côté vraiment un petit côté humoristique. Et franchement, franchement, j'apprécie. C'est un humour qui me fait rire, simple mais efficace. Et donc, eh bien après l'humour,
un peu moins drôle par contre. Ce sont les facilités scénaristiques. C'est vrai que j'ai toujours du mal avec les facilités scénaristiques. Mais après, le film fait déjà 2h15 quand même. Hein. Donc, je peux tolérer. Alors, pas accepter, mais tolérer. C'est vrai que du coup, c'est 2h15. Et ça, du coup, c'est plutôt un point positif. C'est que ça donne plus de temps en fait. Même beaucoup plus de temps. Parce que comparé à l'animation originale, qui a une différence de 51 minutes, ce qui est quand même pas mal, et bien en fait, pendant ces 2h15, on peut développer les personnages. Et c'est satisfaisant. C'est ce que me disait mon ami. En fait, on apprend beaucoup plus sur les personnages. Même certains points d'ailleurs, certaines théories sont aussi confirmées durant ce film. Et c'est ça qui est vachement cool, c'est que vraiment ces personnages sont beaucoup plus développés, surtout Ariel, un peu aussi le roi Triton, Ursula. Tout le monde est en fait un peu plus développé. Et donc, comme je disais, ça en est satisfaisant. Hein, on en apprend plus sur Ariel, sur le prince Eric, le roi Triton, ou encore ses filles, hein, et aussi encore Ursula. Donc, ces 50 minutes bonus donnent vraiment de la profondeur aux personnages et permet donc de les développer, je trouve. Voilà donc pour ça. Tiens, j'ai envie de continuer à aller encore avec une musique aussi pour vous donner aussi le temps d'appeler pour gagner cette place hein, donc avec le cinéma Lézard. Donc je vous rappelle nos 2 indices pour trouver ce film. Ce film donc, sacré Palme d'Or l'année de sa sortie, ainsi que pour sa narration non linéaire. En attendant donc toutes vos réponses. On s'écoute ensemble le titre par là-bas, chanté donc par Cerise Calixte. Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Vois ces trésors et ces merveilles, toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. En voyant ça, tu te dis, oui, c'est un paradis. J'ai des gadgets, des trucs chocs, des trucs chouettes. J'ai des quicks et des quacks à gogo. Tu veux un tire-baba? J'en ai des tas. Mais tout ça m'indiffère et m'ennuie. Moi je voudrais parcourir le monde. Moi je voudrais voir le monde danser, le voir marcher sur ses... Comment ça s'appelle? Ah, pieds. On ne va nulle part en battant des nageoires. Il faut des jambes pour sauter et danser, flâner le long de ces... Comment ça s'appelle? Rue. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour, comme j'aimerais si je pouvais partir là-bas. Je donnerais tout ce que j'ai pour partir d'ici, pour caresser les grains dorés du sable chaud. Les hommes comprennent, j'en suis certaine, et leurs filles peuvent rêver sans frayeur. Femmes sirènes, femmes humaines, j'ai fait mon choix. Moi je veux savoir, moi je veux pouvoir poser des questions et qu'on me réponde. Qu'est-ce que le feu, pourquoi est-ce qu'il, quoi déjà, brûle? Un jour viendra, je partirai sans aucun regret. Vivre sur terre, loin de la mer, partir là-bas.
Partir là-bas, donc chanté par Cerise Calixte, qui je trouve d'ailleurs donc a une très belle voix en fait pour faire ce rôle d'Ariel. Donc bien nous on poursuit toujours hein, sur cette critique donc du film de La Petite Sirène. Donc bien pour notre résumé total au final sur ce film, bien comme je vous le disais, je n'ai jamais été très fan des Disney, sauf une histoire par là, mais c'est tout. Et bien en fait. Alors donc pour aller voir la Petite Sirène, ça ne m'enchantait pas plus que ça. De plus, les notes générales en fait n'étaient pas très équivalentes pour ce film. Alors j'y suis allé avec une amie, comme je vous disais, experte en Disney, pour avoir une autre vision. Et bien en fait, je n'ai pas compris. Le film est bon, les musiques sont bonnes, l'acting est excellent. Certes, les FX sont moyens, mais ça reste quand même passable. Comme bien mon ami qui elle est fan des Disney, eh bien la petite Sienne de base, c'était pas trop sa tasse de thé. Et là pourtant, franchement, elle adorait, même d'ailleurs, elle préfère en fait ce live action que l'animation. Même maintenant, donc du coup, comme je disais, elle apprécie mieux les persos de l'histoire. Moi, je les ai découverts et j'ai tout de suite apprécié. Et en fait, c'est que quand on se disait en sortant de la salle, c'est qu'on comprend pas vraiment pourquoi ce film souffre d'une critique moyenne. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que, eh bien, comme je vous disais, et comme je vous le répète toujours, en fait, il est toujours bon de faire sa propre critique, son propre avis. J'y allais avec l'envie d'un mollusque, et après l'avoir visionné, eh bien, c'est vrai que je le regarderai bien une nouvelle fois. Ce film ne mérite pas les notes aussi basses dont il souffre, donc c'est pour ça que je vous dis, vraiment, n'écoutez pas trop ce que vous pouvez lire sur internet sur ce film, et juste vraiment, allez-y, allez le voir vous-même avec vos amis, votre copine, votre copain, vos enfants, vos petits-enfants. Allez le voir, franchement c'est un film féerique, assez magique, et comme je disais, franchement si on me demandait d'y aller, eh bien j'y retournerai une seconde fois. Donc eh bien voilà donc pour ce film de La Petite Sirène. Nous on va poursuivre avec quoi? Eh bien on va poursuivre avec un petit rappel de notre question, puis d'ailleurs aussi je vais en profiter pour j'ai envie de me réécouter quand même un titre avant de vous faire découvrir un petit titre que j'ai trouvé par un groupe. Non, j'ai envie du coup avant de me réécouter un dernier titre de La Petite Sirène, parce que franchement je les trouve surtout les doubleurs et les chanteurs vraiment excellents. Donc eh bien, je vous redonne ma question hein, avec ma question avec un petit indice en plus. Ma question donc pour ce film que l'on cherche, eh bien ma question donc, enfin mes indices plutôt, je vous les redonne. Ce film donc a été sacré Palme d'Or l'année de sa sortie, avec une narration non linéaire. Et dans ce film aussi, on y retrouve une ambiance très surf, surtout par l'ambiance musicale. Donc voilà pour les indices de ce film. Si vous pensez avoir la réponse, 02 35 30 53 84 pour tenter de gagner bien cette place au cinéma Les Arts à Montivilliers. Nous donc on va poursuivre avec le titre Embrasse-la, donc toujours par Alan Menken. On va retrouver donc Jean-Michel Vaubien, Dorothée Pousseau ainsi que Simon Fallu. Et donc tout de suite Embrasse-la, puis on se retrouve tout juste après. Percussion. Fragile à la fois. Elle ne dit rien, elle se tait, mais ton cœur brûle en secret. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est plus fort que toi, t'aimerais bien l'embrasser. Tu rêvais d'elle, tu l'attends depuis toujours. Si c'est un roman d'amour, faut provoquer l'étincelle. Et les mots, crois-moi, pour ça il n'y en a pas. Décide-toi, embrasse-la. Chalalalala, my oh my, il est intimidé, il n'ose pas l'embrasser. Chalalalala, s'il est sage, ce serait vraiment dommage. Adieu la fiancée. Et doucement, Eureka, on n'entend que toi.
lagoon. Décide-toi mon garçon et n'attends pas demain. Elle ne dit pas un mot, elle ne dira pas un mot avant d'être embrassée. Embrassée. Chalalalala, n'aie pas peur, ne pense qu'au bonheur. Vas-y, oui, embrasse-la. Chalalalala, n'hésite pas, puisque tu sais que toi, tu ne penses qu'à ça. Chalalalala, c'est si beau, écoute la chanson, décide-toi, embrasse-la. Chalalalala, vas-y, fais vite, écoute la musique, embrasse-la, embrasse-la. Décide-toi, embrasse-la. Oui, vas-y, Embrasse-la, dépêche-toi. embrasse-la. Oui, vas-y, embrasse-la. Radio Vallée de la Lézarde vous donne l'heure. Il est tout juste 19h. Radio Vallée de la Lézarde, 103.1. 19h sur entre 103.1 et donc c'est donc le titre Embrasse-la. Nous on va poursuivre. Comme je vous dis, j'ai pas envie de vous faire découvrir un titre que j'ai découvert il y a un moment. Il date de quelques mois. C'était un groupe que j'écoutais il y a longtemps. Et j'ai redécouvert là et je me suis dit ça peut être pas mal pour le soleil qui approche et aussi surtout les vacances, hein, parce que du coup à propos du mois prochain, peut-être que notre émission sera juste décalée d'une semaine parce que disons que je vais partir en vacances pendant 2 semaines le mois prochain et ça va être compliqué de voir tous les films en un rush de moins d'une semaine, donc je vais voir. Je vais quand même essayer d'être à l'heure pour voir tous ces films et surtout aussi pour cette émission. Mais vous inquiétez pas, je vous retiendrai au courant ou sinon Cyril. Donc, pour ce petit titre à l'heure, donc qui va nous faire voyager, un titre à mon avis qui va très certainement finir sur ma playlist des vacances pour la route d'ici quelques semaines. C'est le groupe Goodbye June. Je sais pas si vous connaissez. Si c'est le cas, c'est cool. Si ce n'est pas le cas, je vais vous faire découvrir. Donc, que leur titre Three Chords, issu de leur dernier album d'il y a, je crois, à peu près l'année dernière, enfin, quelques mois l'année dernière. Et donc, ce titre qui, je trouve, est très synonyme de route sur les vacances. Puis, juste après, on se retrouve pour le film Fast and Furious. The church stage, they passed the hat. That was all he was paid. He was a dying breed long before his day. Oh. The lights came up and he brought them to tears. They run the aisle, talking tongues and they cheat. They asked him how he did it. His response was the same. There was a little voice inside that kept on calling. Flow.
rock and roll. Don't let up when they start to dance. They keep moving and a shaking and a waving their hands. Yeah, oh yeah, there they go. They wanna feel the rhythm and they're ready for more. So give 'em 3 counts, it's some rock and roll. Yeah, I watch 'em dance. Go watch 'em dance. Go watch 'em dance. Yeah, yeah. Give 'em that rock and roll. Goodbye John avec Three Chords, titres qui sont quand même très bons, les vacances et la route. Et donc, eh bien, en parlant de vacances, de voyage, surtout de voyage, eh bien, le prochain film va pas mal nous faire voyager, hein, parce qu'avec lui, on va quitter eh bien, l'Amérique Nord pour aller un petit peu eh bien, en Italie, ou aussi au Brésil, et en passant aussi par l'Antarctique. Un film donc, eh bien, qui va plutôt pas mal nous faire voyager. C'est donc eh bien, Fast and Furious 10. Donc, eh bien, pour une petite présentation, tout d'abord, on commence avec bien à la réalisation. Ce sera Louis Leterrier, au scénario Justin Lin ainsi que Dan Mazo. Ensuite, à la musique, on va retrouver Brian Tyler, et puis aussi pour les principaux acteurs, eh bien, on retrouvera bien évidemment toute l'équipe, hein, Vin Diesel. On aura aussi Jason Momoa, Michelle Rodriguez, Brie Larson, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Kang, John Cena, Léo Abello Perry et encore tant d'autres. Donc, eh bien, déjà présent depuis un bon moment dans la saga. Donc, eh bien, pour ce film Fast and Furious 10, donc, eh bien, que dire sur ce film ? Eh bien, déjà, comme je vous dis, le casting, hein, donc, eh bien, Fast and Furious 10 récupère donc son casting habituel, ce qui fait que, eh bien, donc, que chaque acteur connaît son personnage, son caractère. Je garde néanmoins une note pour Jason Momoa, du coup, nouveau personnage, et donc, eh bien, pour lui, ainsi que son personnage, un psychopathe puéril et enfantin. Alors, certes, Jason Momoa s'amuse vraiment beaucoup en jouant ce personnage, on le voit, on le ressent. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais en fait, c'est plutôt moi en lui-même, le personnage, qui me dérange un petit peu, en fait. Je trouve qu'en fait, ce personnage du psychopathe puéril et enfantin, eh bien, c'est un peu un personnage un peu cliché, vu et revu. Certes, au moins, celui-là n'est pas impulsif. Mais bon, les autres points sont très souvent, sont très souvent parmi la gamme de psychopathes au cinéma, sont très souvent sortis. Et donc, eh bien, le grand méchant psychopathe, comme je disais, au comportement du gamin, c'est un peu vu et revu. Et surtout aussi, en plus, en ce moment, je bosse pas mal aussi un peu avec la psychologie des personnages, dont d'ailleurs aussi là-dedans un sociopathe. Et quand je faisais un peu la comparaison, eh bien, ce serait bien en fait, enfin, de changer un petit peu, d'évoluer vers une nouveauté plutôt que de la facilité. Est-ce que c'est si difficile que ça ? Encore faut-il oser le faire après. En revanche, quand même, avec ce personnage, bien qu'il soit un petit peu vu et revu, on aura quand même de très beaux mèmes d'ici quelques semaines avec de Jason Momoa et sa scène de la manicure. C'est vrai que bon, celle-là, d'accord, a fait rire. C'est aussi un peu le caractère de ce personnage. Peut-être complètement psychopathe et complètement dingue. Mais son côté enfantin et gamin, des fois, fait quand même plutôt rire. Même si je répète encore que c'est un petit peu vu et revu. Mais bon. Sinon, eh bien, toujours avec les personnages, eh bien, malgré l'histoire qui voilà, vous inquiétez pas, je vais expliquer après. Eh bien, les personnages apportent une sobre couche de légèreté avec l'humour qui est présent. Parce que du coup, à propos de l'histoire, eh bien, je trouve qu'en fait, elle est un peu bateau au final. Méchant veut se venger parce que le personnage principal a tué son père. Bon bah voilà, ça c'est résumé en une ligne sur mon carnet. Après, je ne dénigre pas la facilité. Ça peut toujours être bien mis en scène et c'est d'ailleurs mon point suivant. Donc,
c'est donc cette mise en scène où le groupe en fait se scinde en 4 et on suit chacun l'un après l'autre. Un tour et tour par la quête principale, sa famille, pour le retrouver. Donc aussi ainsi que son frère et son enfant pour le côté road trip. Et c'est même très plaisant cette complicité et cet humour de ces passages. En fait, le fait de scinder le film en 4, parce qu'après l'autre partie se concentre sur autre chose, donc je vous laisse le découvrir. Et bien en fait, ça se scinde en 4 parties pour ce film. Et je trouve qu'en fait ça apporte une certaine touche de fraîcheur jusqu'à la fin où tout le monde se retrouve. Voilà donc eh bien, vraiment sur ce petit côté que j'apprécie dedans. Alors je sais pas si on peut dire une narration alors linéaire, non linéaire, plutôt une narration parallèle, j'appellerais ça, où en fait on a plusieurs histoires qui se suivent du coup chronologiquement, mais qui sont un petit peu différentes. Donc, on va, avant de poursuivre avec nos prochains points, on va se faire une petite coupure musicale. Mais tout juste avant, je vais vous rappeler nos indices pour ce film que je cherche. Que je cherche donc pour vous faire gagner cette place au Cinéma Les Arts à Montivilliers. Donc mon film plutôt que je cherche, je vous rappelle mes indices qui sont un Palme d'Or l'année de sa sortie, avec une ambiance surf et une narration non linéaire. Et puis petit indice supplémentaire dans ce film, on voit John Travolta danser dedans. On poursuit donc avec le Jesse Murphy et son titre Nothing Else Matters. Si vous avez la réponse pour ce film, que vous avez une idée, un seul numéro 0235 30 53 84. Je vous rappelle mes indices: Palme d'Or l'année de sa sortie, ambiance surf, narration non linéaire et John Travolta danse dedans. En attendant toutes vos réponses pour gagner cette place, on s'écoute Jesse Murphy, Nothing Else Matters. Every diamond eyes, can you feel my storm? Hear the thunder strike, see the lightning roll. Lost a bet with time, clock is running low. Every diamond eyes, time to let them close. Nothing else matters in the end. You don't have a lifeline. Oh, this is gonna push you to the edge. Nothing else matters, don't forget. You're running on borrowed time. Oh, look at what you left with in the end. Every diamond eyes, can you feel my storm? Have you lost your mind? Coming back from more. Lost a bet with time, almost made it home. Every diamond eyes, I'm gonna make you choke. Nothing else matters in the end. You don't have a lifeline. Oh, this is gonna push you to the edge. Nothing else matters, don't forget. You're running
Alors donc c'était Jesse Murphy avec avec le titre Nothing Else Matters. Et donc qui d'ailleurs me donne un bon lancer pour parler des musiques qui en fait dans ce film, je trouve sont plutôt bonnes en fait, elles mettent vraiment dans l'ambiance et généralement en fait la mise en scène qui va derrière est plutôt correcte. Donc pour poursuivre, alors comment expliquer? C'est vrai que du coup je parlais tout juste avant le titre de la fin où tout le monde se retrouve et la fin. Alors comment dire, j'ai du mal. Enfin j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec cette fin. D'ailleurs donc comme je dis donc la fin voulais-je dire plutôt. Parlons-en donc sans parler pour ne pas la spoiler bien évidemment. Eh bien autant dire que ça va être plutôt compliqué. Si, j'ai trouvé, voilà. Elle tente en fait de créer le suspense et l'angoisse, mais de par sa nature à suivre les codes du cinéma, on se doute que la fin ne se termine pas spécialement mal, et ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'en fait, 10, je trouve, est un bon chiffre en fait. La fin aurait pu prendre parti et s'arrêter là, autour de ce qu'elle... d'autant plus, si elle se termine en bad end, le drama franchement aurait été intense. C'est vrai que si vraiment... Alors, le problème c'est qu'il faut avoir vu la fin pour pouvoir vraiment comprendre à 100% ce que je dis, et en même temps je n'ai pas aussi envie de vous gâcher le passage pour la découverte. C'est que en fait cette fin là, si elle se terminait, si on rajoutait en fait 5 petites minutes au film pour en fait vraiment terminer, surtout avec un bad ending, ce serait vraiment très 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 fort, très puissant, très dramatique. Mais je trouverais par contre que là cette fin serait juste magnifique. Mais tout ça n'est qu'avec un si. Donc bon, voilà. C'est exactement ça. C'est un what if, un et si. Et si c'était un bad end, ce serait vachement intense et une émotion très forte en fait s'en dégagerait. Et ce serait même d'ailleurs un peu la seule émotion que j'aurais ressentie, parce que les émotions en fait dans ce film, j'ai un peu de mal à les ressentir. Enfin en tout cas moi. Peut-être je suis moins sensible à ce film, possible. À la limite, en fait, la seule émotion que je ressens, c'est surtout en fait au tout début du film, dans le garage, où en fait on voit un peu toutes ces archives, tout ce côté qui fait référence en fait, qui fait écho au premier film, aux anciens. Et c'est vrai que certes, avec la musique qui va derrière, et quelques premières notes du titre See You Again, de Wiz Khalifa et Charlie Puth, c'est vrai que bon, à tatille un petit peu mon cœur sensible, mais bon, sinon en dehors de ça, j'ai eu un peu plus de mal. Ça reste quand même un bon film divertissant, hein, mais bon, en termes d'émotion, en tout cas pour moi, parce que je suis peut-être un petit peu moins sensible, comme je disais à ce film. C'est très probable, mais ouais, sinon ça. Après, autre chose aussi qui manque en dehors des émotions, et là par contre ça c'est juste voyant, c'est le manque de budget pour les FX. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que bon, j'ai quand même vu le budget colossal de ce film, qui est quand même plutôt conséquent, et je me demande, il est passé où l'argent, parce que les FX, il y en a certains quand même qui sont vraiment très très discutables, hein, qui sont c'est en fait partout, enfin qui sont vraiment très discutables. Et c'est même d'ailleurs ce qui m'a un peu surpris, parce que dans le générique du coup que je regarde, il y a quand même pas mal de monde, même beaucoup de monde. Et en fait, il y avait même, j'ai même remarqué qu'il y avait Lucasfilm qui avait participé aux FX, enfin du moins de ce que j'ai vu dans le générique. Ce qui m'a un peu surpris d'ailleurs, c'est disons qu'il y a certains en fait ralentis, certaines flammes, certaines explosions où ça pique un petit peu. Certes, alors c'est pas forcément de l'FX. Alors certes, par contre, du coup, une petite digression sur les cascades. Certes, les cascades franchement sont très plaisantes, très divertissantes, même si on sait que bon, la gravité, c'est un outil très manipulable par la science du scénario, bien évidemment. Mais bon, après, on est là surtout pour en prendre plein les yeux, pour se divertir. Et là, par contre, là-dedans, le film réussit très bien. Mais n'empêche quand même que pour les FX, il y a certains, ça, en tout cas, moi, je sais que ça m'a un petit peu piqué. Mais bon, voilà, je comprends pas spécialement. Mais en dehors de ça, en dehors de ces FX un petit peu bancals, ça reste quand même très plaisant sur les scènes d'action, de course ou même qu'est-ce que vous voulez dire, enfin toutes ces scènes en fait restent très divertissantes. D'ailleurs même aussi avec l'humour, hein, quand même qui est quand même très 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 plaisant aussi dans tout au cours du film. Ce qui apporte quelques petites touches, quelques moments d'ailleurs de complicité avec les personnages.
Et c'est plutôt sympathique aussi. On va faire une petite pause en musique. Je vous parlais tout juste avant de la Grange, avec un titre dessus qui partage franchement une émotion très forte, surtout en plus avec les événements qu'il y a eu durant la saga. Eh bien c'est donc un titre aussi que j'apprécie beaucoup. Bon alors, il n'est pas de Fast and Furious 10, mais d'un autre. Mais bon, j'adore. Donc si je peux le passer, on a entendu des 3 notes, c'est bon, on peut considérer que ça passe. Donc eh bien, on s'écoute ensemble le titre See You Again de Wiz Khalifa et Charlie Puth. Mais tout avant, je vous rappelle mes indices pour ce film que l'on cherche, qui va arriver d'ici quelques minutes. Donc eh bien, il vous reste encore quelques minutes pour pouvoir jouer. On s'écoute donc, oui. Oui, le titre de Wiz Khalifa, mais je voulais quand même vous rappeler mes indices donc pour ce film qui sont Palme d'Or l'année de sa sortie au Festival de Cannes, avec une ambiance assez surf dans les musiques, avec une narration non linéaire et aussi John Travolta qui danse dedans. Si vous avez la réponse, c'est bien un seul numéro 02 35 30 53 84. On poursuit en attendant toutes vos réponses et bien avec Wiz Khalifa et Charlie Puth et leur titre See You Again. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I tell you. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last Don't let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Magnifique chanson, donc See You Again par Wiz Khalifa et Charlie Puth. Donc, eh bien, pour clore ce film donc de Fast and Furious 10, eh bien, sur encore les tout derniers points, avant de passer à la critique générale, eh bien, en fait, le film repose en fait beaucoup aussi sur cette philo de famille. C'est vrai que, bon, on a compris, hein, c'était pas obligé dans le film de le rappeler quasiment toutes les 10 minutes, ça on le sait, mais par contre, le thème surtout qui va derrière plutôt de la relève, et franchement, je trouve qu'il est plutôt sympathique, surtout comme je disais avec cette fin, si en fait ça se terminait en fait au numéro 10 et qu'après on passait à la relève, c'est aussi ce que je veux dire par là, c'est que ça aurait pu être magnifique, mais bon, la fin est comme elle est, et voilà. Bref, donc eh bien pour clore ce film, avant de passer à la réponse de notre question, eh bien ce film, donc, alors c'est vrai que je n'ai jamais forcément été grand fan des Fast and Furious, sauf en tout cas des premiers. Après, c'est peut-être un peu de la nostalgie, je vais pas le cacher, mais bon. Donc, eh bien, en fait, que dire sur ces films ? Eh bien, en fait, sur ce film, eh bien, en fait, beaucoup et pas grand-chose au final. On voyage à travers le globe à 200, mais le virage final est mal négocié quand même, voulant créer un suspense inexistant, comme par moments aussi les émotions transmises. La mise en scène, par contre, elle est là, l'effet wow des cascades aussi. S'il suffisait de ça pour faire un excellent film, ça se serait. Parce que comme vous le savez, j'accorde une importance aussi, et surtout beaucoup au scénario, à l'histoire qui est racontée derrière, comme aussi à l'acting des personnages. Et bon, voilà. Je peux pas me reposer que sur certains points. Je prends vraiment le tout sur tout le scénario dont j'accorde énormément d'importance. Et ce film, eh bien en fait, ce n'est peut-être certes pas un excellent film, mais par contre, c'est un film franchement très sympa à voir. Surtout en plus entre potes, où l'on enchaîne en fait les cascades sans se soucier des lois de la physique. Ce film, quand même, bien que je ne sois pas forcément fan de la saga des Fast and Furious, eh bien j'ai quand même au final plutôt apprécié quand même ce film, malgré cette fin. Le film reste quand même, comme je disais, plutôt plaisant à voir, à découvrir. Et comme je vous le dis bien évidemment toujours, hein, faites-vous votre propre critique et allez donc voir ce film. Donc, eh bien, voilà, c'est ainsi que se clôt notre critique sur Fast and Furious 10. Et donc, on va passer à notre quatrième et dernier film. Donc, eh bien, je voulais faire un petit truc un petit peu spécial, hein, comme en ce moment, vous le savez, ce mois-ci, c'était le Festival de Cannes, qui s'est donc terminé il y a peu. Donc, eh bien, je cherchais un film. Un film, c'est vrai que je me suis quand même pas mal creusé la tête, j'ai cherché, mais je crois que j'ai tellement creusé la tête que j'ai rien trouvé au final. Et je remercie du coup Cyril qui m'a donné l'idée, il m'a fait bah tiens, attends, ce film-là en 94 que t'adores, il a été sacré Palme d'Or de l'année de sa sortie, j'ai fait ah oui, c'est vrai. Bon, merci Cyril du coup. Ce qui du coup va me permettre de parler de mon film. Alors, mon film préféré, je dirais pas, mais l'un de mes films préférés, parce que on a toujours un film qu'on adore pour telle ou telle chose et un film qu'on adore pour telle ou telle chose qui est complètement différente. Et ce film-là, c'est vraiment l'un du top 3 de mes films que j'adore. Et j'ai bien envie juste de ne rien dire, de vous laisser la toute première musique, comme le film le fait. C'est un petit intro entre deux personnes qui parlent de tout et de rien. Et la musique qui vous rappellera deux films. Et c'est d'ailleurs, je vais vous laisser pendant ces 2 minutes de musique, eh bien, pouvoir me donner les dernières réponses. Et après, on clorera le jeu. Je vous rappelle donc tous mes indices. Hein. Donc, Palme d'Or en 94, avec une ambiance surf et une narration non linéaire, avec John Travolta qui danse dedans. Si vous avez la réponse, eh bien 02 35 30 53 84 pour gagner, ou du moins pour tenter de gagner, parce qu'après tout juste après on aura un tirage au sort pour gagner donc cette place de cinéma au cinéma donc Les Arts à Montivilliers. Et nous, avec quel titre on poursuit ? Eh bien, surprise.
Et là, à l'écran apparaît Pulp Fiction, l'un des films qui m'a le plus marqué. Et donc, eh bien, avec ce titre donc de Dick Dale, Miss Yearlou. D'ailleurs, c'est assez drôle pour l'anecdote. L'un des premiers titres que j'ai appris à jouer à la guitare, qui franchement est plutôt, enfin disons qu'il faut plutôt avoir un poignet solide parce que le tempo faut le tenir. Et c'est ça qui est assez drôle d'ailleurs la guitare, c'est que des titres un peu plus simples qui sont franchement cool à écouter, j'ai toujours eu du mal. Par contre ce titre là, c'est bon, il m'a fait quelques semaines et c'était bon, je l'ai encore en tête, je saurais le rejouer. Et pourtant, faut quand même vachement tenir ce titre. Bref, donc, eh bien, comme je vous disais, Pulp Fiction, oui, du coup, récompensé Palme d'Or au Festival de Cannes en 1994. Ensuite, après, c'est découlé de nombreuses récompenses pour ce film qui a quand même pas mal bousculé les codes du cinéma. Donc, eh bien, que dire sur Pulp Fiction ? Bien déjà un petit rappel à la réalisation et à la réalisation. Donc, eh bien, Quentin Tarantino. Au scénario, Quentin Tarantino accompagné par Roger Avary. On va retrouver dans les acteurs principaux, eh bien, quand même pas mal de monde, dont déjà, eh bien, comme je vous disais, John Travolta, qui bien évidemment dansera dans ce Jack Rabbit Slim, c'est scène iconique. On va aussi retrouver Samuel L. Jackson, ainsi que Bruce Willis, Uma Thurman, Vig Rames, ainsi que Harvey Keitel, voilà, je vais y arriver. On a aussi Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, ainsi que Eric Stotts, et encore tant d'autres, dont aussi d'ailleurs Quentin Tarantino qui jouera un personnage dans ce film. D'ailleurs, ce que j'adore aussi avec lui, c'est qu'il aime bien jouer des petits caméos comme ça, par-ci par-là. Bon, caméos souvent qui finissent mal pour lui. Je sais pas, il doit avoir une certaine affection et un certain délire de mourir dans ses films. Je sais pas pourquoi. Sauf dans Pulp Fiction, mais bon. Donc, eh bien, pour résumer ce film, eh bien, c'est là que c'est un peu compliqué. C'est là déjà où on commence à rentrer dans le côté plus compliqué de ce film, qui est du coup assez anticonformiste sur sa réalisation, qui est donc non linéaire et qui, eh bien, en fait, au lieu d'avoir un film, on a 3 courts-métrages. Enfin, 3 et demi, 4. Alors, c'est ça qui est assez cool en fait dans ce film qui dure quand même 2h10, 2h20. Enfin même pour être plus précis, allez, 145 minutes et 164 minutes pour la version longue, qui d'ailleurs je n'ai jamais vu, mais que franchement j'aimerais bien voir. Eh bien, donc pour ce film, comment résumer ce film sans partir sur les différentes histoires ? Eh bien, tout simplement, je vais résumer ça en une phrase, l'histoire de gangsters à Los Angeles. Et voilà, c'est simple, efficace. Et donc, eh bien, sur Pulp Fiction, eh bien, donc, comme je disais, que dire sur ce film cru à la réalisation non linéaire ? Eh bien, en fait, beaucoup trop même pour 30 minutes. Mais bon, déjà les bases, comme je vous l'ai présenté avec Quentin Tarantino à la réalisation, accompagné par Roger Avary. Projet donc qui est mis en tête depuis le début des années 90, où en fait, du coup, chacun de Quentin Tarantino et Roger Avary devait écrire une des 3 histoires du film. Alors, résultat, la partie de Tarantino donnera Reservoir Dogs quelques années avant, et celle d'Avary sera le chapitre sur la montre d'or. Donc, eh bien, dans ce film aussi, on va retrouver quand même quelques acteurs, comme je vous le disais, quand même quelques noms assez importants. Donc, eh bien, c'est ce film, donc, comment dire, qui va plutôt être pas mal, où les acteurs vont être plutôt emballé quand même par ce projet qui peut être comment dire, décourageant à la lecture du scénario, et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé aussi à une société de production qui à la lecture du scénario, c'est ce que va faire donc eh bien Columbia TriStars, à cause de cette démentialité, pour reciter le président à l'époque, eh bien ils vont revendre ça à d'autres, et c'est dommage pour eux car Pulp Fiction, comme je disais, obtient la Palme d'Or en 1994, et surtout grâce à son audace. C'est là donc tout l'heure de Pulp Fiction, ce côté vraiment assez violent et assez cru, et surtout avec ces codes de narration non linéaire, voilà, je vais y arriver, et aussi toutes ces références à la pop culture, d'où aussi tient son titre, Pulp Fiction, qui est donc bien issu à la base des magazines Pulp, tout simplement, et en fait qui raconte souvent de courtes histoires en comics, BD. Après, petite anecdote sur comics BD, moi j'ai une préférence quand même plutôt pour le terme roman graphique. Je sais pas, j'adore ce terme. Bon, nous, eh bien, avec qui on va poursuivre ?
comme musique, on va faire une petite pause musicale. Eh bien, on va poursuivre avec le titre qui suit aussitôt Misirlou de Dick Dale. Eh bien, le groupe Kool and the Gang, Jungle Boogie. Get down, 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 get down. Jungle boogie, jungle boogie, get it on. Jungle boogie, jungle boogie, get it on. Jungle boogie, jungle boogie, with the get down. Jungle boogie, jungle boogie, shake it around. Jungle boogie, get up with the get down. Jungle boogie, boogie baby. Jungle boogie, jungle boogie, jungle boogie, get up with the get down. Jungle boogie, get the boogie. Jungle boogie, jungle boogie, down with the boogie. Get down, 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 the boogie, get down, get down, the boogie, get down, get down, get down, get down, get down, get down. Get it. Feel the funk, y'all. Let it flow. Get down with the boogie. I'm talking about the jungle boogie. Get down. Get down with the boogie. Say, get down, say, get down, say, get down, say, till you feel it, y'all. Get down, y'all. Get down. Get up, y'all. With the get down. Kool and the Gang, Jungle Boogie. Et donc nous, eh bien, nous avons de reprendre sur Pulp Fiction, qui donc, eh bien, a gagné parmi nos participants. Alors donc, eh bien, je prends mon téléphone pour faire le tirage au sort. Et donc c'est vrai que c'est très sympa ça, ces applications pour lancer un dé pendant un JDR. C'est très rapide et surtout aussi ça sert quand on a besoin de choisir au hasard. Et donc, eh bien, le temps que je parle, eh bien, notre gagnant, et même plutôt notre gagnante devrais-je dire, pour cette question donc, où l'on devait trouver le film Pulp Fiction. Pour gagner cette place au cinéma Les Arts à Montivier, eh bien c'est donc Evelyne 3 de Montivier. Félicitations à elle. Donc eh bien Evelyne aura juste donc eh bien à passer à la radio pour récupérer sa place. Félicitations à elle. Et nous on poursuit donc avec notre Pulp Fiction. Donc eh bien ce film Palme d'Or donc eh bien en 94 pour son audace comme j'ai dit tout juste avant. Eh bien Pulp Fiction qui a rajouté sur ce film qui a bousculé les codes en dehors de dire que ce film ne laisse pas indifférent, soit on l'aime, soit on le déteste. L'entre-deux n'existe pas. Et moi, je l'adore. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'il m'a profondément marqué. En fait, Pulp Fiction prend son temps. Il dépeint la vie de gangsters, ne serait-ce par leur violence, leur dialogue ou ce qu'ils traversent. Pupkin et Yolanda, au tout début, qui discutent des risques de leur métier de voleur. Vincent et Jules, tout juste après, eh bien, Kool and the Gang, qui, eux, eh bien, parlent de tout et n'importe quoi.
Et ces dialogues, donc, eh bien, ce sont ces dialogues en fait qui m'ont marqué en premier. Ici, on parle de tout et de rien en fait, comme le feraient deux amis en vrai. Certaines parties du dialogue n'avancent pas le scénar en fait, c'est juste vraiment. C'est là. Et déjà, ce point en fait change beaucoup, en tout cas pour moi. Nous sommes projetés en fait, par exemple, dans cette banquette arrière avec Vincent et Jules, presque à discuter avec eux. Et c'est donc bien sûr ces dialogues crus où deux Américains rigolent du système métrique. Qui nous rapproche d'eux. Donc, ce sont certes des tueurs, mais ils ont eu une vie au final en dehors du film. Et moi, je trouve qu'en fait, c'est déjà ce premier pas qui quand même m'a marqué en fait avec ce film, c'est qu'on n'a pas que des dialogues qui font juste avancer le scénar. Juste des dialogues des fois comme ça qui représentent beaucoup au final la vie réelle. Et donc, eh bien en fait, c'est ce que réalise magnifiquement Quentin Tarantino. Il filme simplement la vie de gangsters. D'où en fait mon résumé qui tenait en une phrase. En fait, il les filme, pour être plus précis, en fait, à une étape de leur vie. Jules qui sera donc la rédemption, Pupkin et Yolanda le désir de grandir, Marcellus la reconnaissance et le respect, Butch la retraite, ainsi que Mia la confiance. Et pour terminer, bien Vincent, lui, c'est un petit peu différent, hein, c'est la mort parce que bien il n'évolue pas. Enfin en tout cas ça c'est ce que j'interprète. Et donc eh bien il les filme telle une courte série avec cette chronologie non linéaire et celle-ci je trouve est parfaite car elle tient plus en fait au total en haleine. Donc eh bien enfin une petite pause musicale avec qui on va poursuivre. Eh bien j'aime bien le titre de Hugh Overkill avec Girl You Will Be a Woman Soon. Puis après on se retrouvera pour poursuivre sur ce film donc de Pulp Fiction. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They'll never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please, come take my hand. Girl, you'll be a woman soon. I've been misunderstood for all of my life. What were they saying? Girls just cut like a knife. The boy's no good. Well, I finally found what I'm looking for, but if they give a chance, I'll end it for sure. Surely they would. Baby, I've done all I could. Now it's up to you, kid. You'll be a woman soon. Please, come take my hand. Girl, you'll be a woman
Urge, Overkill avec Girl, You Will Be a Woman Son, dont je trouverais d'ailleurs même presque cynique en fait le titre de ce titre. Oui, le titre de ce titre. Ouais, les répétitions sont quand même pas mal. Non, le titre de cette chanson, qui est donc le passage où Mia Wallace a fait un mauvais mélange. Donc d'ailleurs, j'ai arrivé un peu plus loin, mais je trouve ça un peu cynique en fait, cette musique à ce moment-là. Mais bon, moi ça me fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est une certaine forme d'humour? Possible. En tout cas, moi, c'est un truc qui me fait rire. Bref, où en étais-je? Eh bien, en fait, pour le film Pulp Fiction, eh bien, oui, voilà, Quentin Tarantino, en fait, lui, il rêve et nous embarque dans ce que j'appelle une joyeuse violence, ou une violence colorée. En fait, en raison de l'univers vivant, coloré tout autour par l'été de Los Angeles et ce beau temps omniprésent, le côté sombre ressort uniquement dans les salles obscures sans vitres, excepté pour Jules et Vincent, qui eux sont en plein jour, se laissent aider aussi par le tout-puissant, si l'on reprend Jules, une force divine, ou simplement Jimmy, enfin Quentin Tarantino. C'est ça qui me fait un peu marrer. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai un peu cogité en fait quand j'écrivais ça. Enfin, à un moment, je sais qu'on peut dire critique. Ce retour plutôt sur Pulp Fiction, c'est vrai que c'est assez. Je sais pas, je vais développer. Et donc, eh bien, comme je disais, avec Jules surtout, parce que Vincent il est un petit peu plus en retrait, qui se laisse donc aider par ce fameux tout-puissant, quand je reprends ces mots, donc eh bien qui se fait sauver par la personne qui était en fait cachée dans la salle de bain, qui leur tire dessus. Alors, c'est comme le dirait Jules, c'est soit l'action du tout-puissant, soit je dirais moi en tant que joueur de JDR, soit c'est un échec ultra critique, parce que vraiment pour rater ces tirs comme ça, c'est magique. D'ailleurs c'est très drôle, mais bon. Donc du coup, comme je disais, en fait, le hasard en fait sauve voilà donc les deux malfrats. Jules lui est secoué et réfléchi, tandis que Vincent lui sont en contre-fiche et reste les pieds sur terre. La bosse un peu plus tard, qui a encore du hasard, remet une pièce dans le distributeur avec ce pauvre Marvin. Jules se retrouve donc dépouillé de sa voiture, de son costume et de l'horreur qui était commise. Comme en quelque sorte Jules l'avait de ses péchés, et s'éloigne de la vie de gangster au final, qui pour le Vincent lui n'en fait rien et meurt au final. C'est d'ailleurs ce que je disais tout juste avant sur en fait ces différents thèmes. Et c'est donc des essais qui me fait un peu cogiter, avec ce fameux tout-puissant, ou peut-être ce qui est plus drôle au final, ce que je veux dire par là, c'est que en fait Quentin Tarantino, du coup déjà réalisateur et aussi scénariste, se met du coup dans la peau du personnage du fameux petit Jimmy, qui est là, qui n'a rien demandé à personne dans sa maison, et qui à 10h moins le quart sa femme revient, et que d'ici là la voiture ensanglantée doit avoir disparu avec les deux malfrats. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce pauvre petit Jimmy, est-ce que c'est pas lui au final? Enfin, après ça c'est sujet à interprétation, etc. Donc d'ailleurs je développerai une théorie qui m'a un peu fait cogiter quand j'écrivais ce détail. Est-ce que Jimmy ne serait pas en fait peut-être ce tout puissant que Jules dit, c'est-à-dire le tout puissant derrière la caméra, qui lui le sauve de ses balles, qui lui était destiné depuis cette salle de bain, sauvé donc par la magie du scénario, et du coup ensuite après re-sauvé, mais cette fois-ci non pas par le scénario, mais par le personnage de Jimmy, ainsi que accompagné par Monsieur Wolf, qui lui se retrouve encore une nouvelle fois se sauver et laver de tous ses péchés, enfin de tous ses péchés. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que tout le côté très visuel, où il est dans un costard très sombre, couvert de sang et de quelques morceaux, et que finalement laver au jet d'eau à l'ancienne, au jet d'eau froide, dont d'ailleurs les deux compères Jimmy et Monsieur Wolf prennent un malin plaisir. Et bien au final, est-ce que tout ça lavé, donc bien comme je dis, de ses péchés, où il se retrouve dans ce restaurant, par le plus grand hasard de Pumpkin et Yolanda, et qui se met à réfléchir et qui se dit, est-ce qu'il n'a pas été sauvé ou atteint par une divine grâce? Et bien cette divine grâce, est-ce que ce n'est pas juste le Quentin Tarantino derrière la réalisation, ainsi que Jimmy dans son personnage? C'est un truc à sujet d'interprétation. Après,
Moi, c'est venu comme ça quand j'écrivais cette critique au final. Et c'est un truc qui me fait encore réfléchir, mais bon. Après, donc, du coup, d'ailleurs, si vous voulez voir en fait le film, parce que du coup, comme le film est de manière non linéaire, il y en a qui sont un peu amusés aussi à du coup retrouver l'ordre de l'intrigue. Donc, si vous voulez vous amuser à faire un montage pour avoir du coup la version non linéaire et juste purement chronologique, en fait, il faudrait pour ça le prélude du chapitre The Gold Watch, avec le monologue du Capitaine Kunz. Après, on aurait le passage avec Vincent et Jules, suivi par The Bonnie Situation. Ensuite, juste après ça, on retrouverait le petit déjeuner, suivi par Vincent Vega and Marcellus Wallace Wife, donc ce chapitre-là. Et pour terminer, le chapitre sur The Gold Watch. Voilà, donc si vous voulez vous amuser à faire un montage pour remettre cette écriture non linéaire, eh bien, dans un sens linéaire. Voilà en tout cas l'ordre techniquement de l'intrigue. Mais bon, moi je le préfère en tout cas dans ce côté non linéaire qui tient beaucoup plus en laine, comme je le disais tout juste avant. Alors, on va faire une petite pause musicale avec, quel titre j'aime bien Dusty Springfield avec le titre Son of a Preacher Man. Et on se retrouve tout juste après. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord knows he was. Yes, he was. How will I remember the look was in his eyes, stealing kisses from me on the slide, taking time to make time, telling me that he's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown, and the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. The only one who could ever reach me was the sweet talking son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. The only one who could ever prove me sweet was the son of a preacher man. The only one who could ever prove me was the son of a preacher man. The only one who could ever reach me. Dusty Springfield avec Son of a Preacher Man. Et donc, nous on poursuit avec les quelques dernières minutes qui nous restent. C'est vrai que le temps passe plutôt vite. On poursuit avec une petite théorie que je trouvais en fait sur Vincent Vega, en reprenant en fait un peu du coup la lecture que j'avais et aussi en revoyant le film. C'est vrai que je trouve que le personnage de Vincent Vega est un petit peu spécial. Déjà, on le revoit en fait dans toutes les séries, dans tous les passages, dans toutes les histoires. Et après, quand on reprend aussi ce que raconte Jules, toujours avant, comme il dit, d'exécuter quelqu'un, parce qu'il trouve ça d'une certaine manière stylé. Qui donc a eu un passage de la Bible. En fait, quand je reprenais tout ça en relisant un petit peu tous ces détails, j'avais une petite théorie en fait sur Vincent Vega tout au long du film, qui du coup en reprenant un peu le passage que lit Jules, est-ce qu'en fait Vincent Vega ne serait pas le soi-disant malin que Jules récite à chaque fois dans son récit? Parce qu'en fait, il tente de convaincre Jules que ce qui l'a sauvé n'est pas une intervention divine. Il reste vraiment les pieds sur terre, et même le convaincre que
Voilà, c'est complètement faux et puis c'est juste un gros coup de chance. Par sa faute donc, eh bien Jules, un peu plus tard, est embêté avec Marvin à cause de quand il se retourne et avec cette malheureuse bosse. Pauvre Marvin qui n'a pas eu de chance et donc eh bien il ne tient pas non plus en respect Monsieur Wolf un peu plus tard. Qui d'ailleurs les sauve quand même par sa faute. Un peu plus tard, bien Mia Wallace manque de mourir d'un mauvais mélange de drogue. Puis sa vie se termine avec Butch, l'un des seuls protagonistes à avoir une légère moralité en fait parmi tous ces gangsters. Et c'est en fait après bien évidemment, c'est bien évidemment sujet à interprétation personnelle et il faudrait beaucoup plus que 30 minutes pour pouvoir développer cette théorie et puis en parler et en discuter. Mais je sais pas, je trouve que ça pourrait être intéressant à creuser un petit peu. Mais comme je dis, c'est sujet à interprétation personnelle. Mais bon. En dehors de toute cette narration grandiose, et bien en fait, Quentin Tarantino transporte. Je trouve avec l'ambiance et la mise en scène, surtout avec cette musique surf qu'il voulait dedans et qui apporte en fait cette légèreté du soleil, comme je disais un peu plus haut, en contraste avec tout ce son et cette violence. C'est que, comme je disais, c'est une certaine violence colorée au final dedans. Et en fait, ce contraste, je trouve, se marie à la perfection. Et je pense que c'est l'un des points aussi qui m'a beaucoup marqué sur ce film et qui m'a forgé en fait dans mes écrits que je fais. Et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu marqué. Alors on s'écoute un dernier titre avant de terminer sur Pulp Fiction et aussi de se dire au revoir. Alors, on s'écoute Ricky Nelson et son titre Lonesome Town. Puis on se retrouvera tout juste après. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken heart stays. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken heart stays. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget. Lonesome Town. Lonesome Town par Ricky Nelson. Et donc nous on termine avec cette petite critique donc de Pulp Fiction. Donc d'ailleurs aussi avec cette petite moralité aussi que j'ai oublié de dire. Cette moralité donc qui est on va dire plus présente avec Jules et Vincent. Enfin en tout cas qui ressort le plus. C'est que en fait ce film, comme je disais avec Jules l'avait de ses péchés en quelque sorte et qui s'éloigne de cette vie de gangster alors que Vincent lui en fait complètement le contraire. Eh bien surtout si avec Vincent qui meurt à ce passage-là, eh bien c'est que ce film contient une certaine moralité dont il faut saisir cette main quand on nous l'attend, plutôt que de continuer tête baissée. Ce qui aurait possiblement sauvé Vincent Vega. Mais bon, telle est l'histoire. Bref, en résumé, donc, il est un peu plus concis, je vous dirais, de découvrir
ou le redécouvrir si vous ne l'avez pas vu. Et bien en plus, surtout qu'en plus l'année prochaine, ce film fête ses 30 ans. Alors après je me dis, s'il y a moyen de le voir au cinéma en version longue, je vais pas cracher dessus, hein, je serai même le premier à réserver ma place, parce que c'est vrai que c'est le seul truc qui manque, c'est que je ne l'ai toujours pas vu au cinéma, et j'adorerais vraiment le voir vraiment au cinéma. Peut-être bien que ce film est violent, anticonformiste, mais aussi il est riche en détails, en narration, et c'est pour ça qu'il faut le voir. Je voulais dire, s'il fait partie des 10 premiers sur 100 ou 250 films dans les différents tops, eh bien c'est que ce n'est pas pour rien. Et donc ce film, comme je le dis, est à voir, soit pour le détester, soit pour l'aimer. Et c'est ainsi que se termine notre émission Ciné-Focus, sur ce tout dernier titre, d'ailleurs qui clôture aussi Pulp Fiction, le groupe The Lovely Ones avec Surf Rider. Donc nous on se retrouvera ensemble le 27 juin pour notre prochaine émission. Du moins si j'ai le temps avec mes 2 grosses semaines de vacances qui vont arriver d'ici le mois de juin. Sinon ce sera décalé une légère petite semaine. Donc en tous les cas on se retrouve, on dit pour le 27. Et puis bien donc on va aussi ensemble profiter de ce soleil et de l'été qui arrive. Surtout donc avec ces différentes musiques, avec cette ambiance surf de Pulp Fiction. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être en récupérer quelques-unes aussi pour ma playlist sur la route des vacances. Donc on se quitte ensemble. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. On se retrouve le mois prochain pour notre émission Ciné-Focus. Et puis comme je le dis toujours, mais je ne le répète jamais assez, pour les critiques, bien évidemment, ce n'est que mon avis. Allez voir les films qui vous font envie pour vous faire votre propre avis et votre propre critique. Et puis nous on se retrouve donc le mois prochain. C'est tout le monde et prenez soin de vous.